Alors, vous avez compris, il y a 7 miracles, il y a plein de belles choses qui, effectivement, s'annoncent dans les prochaines années. On va en profiter pour rendre un petit peu, justement, interactif cette conférence avec eh bien, des questions et des réponses. Pour ça, on a Suat et Marc, Pascal Fradet, qui est vice-président aussi de l'ASLA, et Cyril Thiriot, président de l'ASLA International, sont là et à même de répondre à vos questions. On va faire tourner un micro pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à poser votre question. C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Ben voilà, il y a déjà des candidats. Allez, on y va. Il y aura une question tout au bout. On va se donner entre 15 et 20 minutes. N'hésitez pas. Question courte, réponse courte. Dans tous les cas, juste avant que la première question soit posée, je vous rappelle que dans le cadre du cocktail, hein, un petit peu plus loin, eh bien, vous aurez la possibilité de continuer à échanger avec les membres de la SLA, échanger entre vous sur cette technologie. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir comment se transfère l'information entre le serveur de la ville et chacun des routeurs qui sont intégrés à terme dans les LED. Parce que là on n'a pas la lumière entre les deux. Alors, première question, il y en a déjà deux de parties. Alors, attendez, on va se débrouiller. Alors en fait, on travaille sur des réseaux. Alors ça dépend ce qu'on veut en faire. Évidemment, si on veut travailler sur du haut débit, sur des sujets comme l'Internet, ce ne sera pas forcément tous les luminaires. On va forcément devoir tirer une liaison haut débit qui va se retrouver soit en CPL, soit avec de la fibre. Mais on ne va pas ouvrir le trottoir en rénovation pour le faire. Globalement, si on veut travailler sur une information qui est géocontextualisée, l'information, c'est toujours la même. C'est-à-dire que je peux envoyer en très haut débit une information, mais en fait, on a développé des cœurs d'intelligence qui se mettent dans les luminaires, qui vont soit comprendre la question qui va être posée, mais en tout cas, l'information, on a décentralisé, elle est dans le luminaire. Donc, quand le luminaire, lui, va s'allumer ou sera allumé la nuit ou va s'allumer parce que j'ai fait une requête, il va broadcaster en très haut débit l'information, mais je n'ai pas eu besoin d'aller consulter un serveur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du fait que la lumière n'était pas forcément, le Wi-Fi n'était pas forcément intrusif, dans la mesure où on peut envoyer une information sur votre smartphone, c'est la seule technologie d'ailleurs qui permet de le faire, de technologie de mobilité, sans avoir à vous identifier. C'est-à-dire que je suis sous un abribus. Si j'appuie en dessous d'un abribus, l'information que je vais avoir, c'est forcément les horaires de bus, c'est ce qui est dans mon environnement. Donc globalement, je vais faire en sorte que 95% des informations requises soit dans le luminaire. Et pour envoyer ces informations-là, je peux travailler sur des réseaux très bas débit qui existent déjà, qui sont des réseaux de télégestion. En fait, globalement, même si je mets 1 méga, 10 mégas et que je changeais l'information tous les jours, même avec un réseau très bas débit, c'est une question de minutes pour pouvoir updater, c'est-à-dire changer toutes les informations dans chacun des luminaires. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Allez, on va continuer. Il y avait monsieur tout au fond là-bas. Tout au bout là-bas. Ouais. Voilà. Et après, il y a madame. Il n'y a pas de problème. Allez-y, monsieur. Bonjour à tous, Leonardo Sferrazza. Donc, je suis adjoint à l'espace public de la ville de Palaiseau, justement. Donc, j'ai compris que l'ampoule, malheureusement, ne supprimera pas les réunions publiques, malheureusement. J'avais une question concernant les 4 technologies qui ont été citées à la première conférence. L'Internet, le Li-Fi, l'Internet des objets et le blockchain. Pour avoir vécu le lancement de Li-Fi dans ce quartier de Camille Claudel à Palaiseau, je voudrais simplement relater cette expérience uniquement. Je ne vais pas me substituer à M. le maire. Je trouve qu'il y a un décalage, et ça a été dit tout à l'heure par le premier intervenant, concernant les 35, alors j'ai noté, les 35 paramétrages pour télécharger ou mettre en fonction un appareil connecté. Le vécu que je voudrais vous transmettre, c'est qu'au moment où je veux mettre en place l'application, je trouve qu'il y a un décalage entre le Li-Fi et le mode de téléchargement de l'application. Les premières 20 minutes, j'ai dû abandonner. Et puis, je refais une tentative. Quand même, j'étais à côté du représentant d'EDF qui est ici présent. Et j'ai abandonné en cours de route. Parce que le process de téléchargement par rapport à cette
cette volonté d'être connecté partout, vite et partout, je le trouve très archaïque. C'est juste une information que je voulais vous donner. Est-ce qu'on ne peut pas simplifier le modèle de téléchargement et supprimer une bonne quantité de « Ah, rappelez-vous, votre mère, elle est née où votre premier plat de cuisine, etc., etc. » Mais je pense que vous avez compris où je veux en venir. Oui, alors, dans le cas de Palaiso, vous êtes sur une phase qui est une phase intermédiaire. Donc, on est sur quelque chose qu'on n'a même pas encore évoqué, en fait, là, qui est que les éclairages à Palaiso, il y a trois phases de connexion. C'est une première phase dont on n'a même pas évoqué, c'est-à-dire qu'en fait, vous recevez un tag. C'est pas entre guillemets du vrai Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on vous recevez un tag aujourd'hui qui vient de l'éclairage. C'est l'équivalent d'un QR code qui vous envoie sur Internet. Et vous l'avez tout justement dit, c'est la croix et la bannière, parce que justement on passe par ces modes-là. Sur la phase 2 qui doit arriver au cours du premier semestre de l'année prochaine, hein, vous allez recevoir l'information broadcastée. Donc là on parle de la géocontextualisation de l'information. L'électronique est dedans. On est sur des choses où vous êtes bien placé pour le savoir. Si ça ne marche pas, on veut absolument assurer que tout va fonctionner parfaitement avant de lancer ça. Mais donc, deuxième phase sur Palaiso, ce premier semestre, vous allez avoir une information qui va vous tomber dessus sans que vous ayez besoin de le chercher. Et la problématique que vous avez justement sur les connexions venait de ces connexions qui vont sur Internet. Justement, on en parlait justement ce matin avec Suat. Et la troisième partie, ce sera de transformer quelques luminaires, ou tout ou partie des luminaires, en tout cas quelques luminaires, dans des interfaces comme ça Internet, qui seront pour vous transparentes de la même façon qu'aujourd'hui vous allez sur Internet, vous savez, des fois vous regardez même pas si c'est de la 3G ou de la 4G. L'idée c'est quand même soit 2017, soit en 2018, de faire en sorte que vous ayez cette même liberté avec quelques luminaires, voire je ne sais pas combien sont prévus sur Internet. Mais là, aujourd'hui, je suis assez d'accord avec vous. On était dans une phase. Vous avez quand même la fonction qui permettait, on a lancé déjà la fonction qui nous permettait d'aller véhiculer de l'information, créer le réseau, allumer les éclairages publics individuellement avec les smartphones. J'ai eu quelques témoignages de personnes que ça amusait beaucoup. Mais effectivement, on est tout à fait d'accord avec vous. La vraie information broadcastée arrive au premier semestre de cette année. Une seconde, je vais juste compléter, à moins que ça soit sur le même sujet. Non. Je vais juste compléter. Il faut vous dire une chose. Ce qu'on a fait là, ce qu'on a commencé à faire sur Palaiso, d'abord, c'était presque une première, pas complètement. Parce qu'avant, il y avait eu, comment ça s'appelle ? Mérargues, où on l'avait mis dans le sud de la France, et c'était exprès dans le sud de la France, parce qu'il y a beaucoup de lumière. Et la question était de savoir comment l'information d'une lampe comment l'information d'une lampe, non seulement de jour, donc en pleine lumière, mais surtout dans un pays très ensoleillé, le sud de la France, comment elle pouvait être prise en compte par un capteur. Et donc les premiers essais ont été faits là. Il faut vous dire d'abord que c'est d'abord des essais techniques avant de se dire travaillons à fond sur les usages. Il faut d'abord être certain que tout ça fonctionne. Et là, on s'est rendu compte à Mérargues que ça fonctionnait sur des lampadaires en plein jour, en plein soleil, dans le sud de la France, à 8,50 m de distance. Et c'est à partir de là, à partir de cette première expérience sur Mérargues, qu'on a commencé à se dire, mais on peut donc transformer tous les lampadaires en réseau de communication, parce que là, on avait l'expérience technique qui nous permettait de dire on va avancer. Et puis est arrivé le démonstrateur industriel de la ville durable, où là, on a travaillé, parce qu'on l'avait prévu sur un quartier tout neuf de la ville de Palaiso, où on avait prévu à l'avance de pouvoir installer le Wi-Fi dans les lampadaires. Mais là, maintenant, si vous voulez, on sait que la technologie fonctionne. On sait globalement qu'on a encore un petit problème, je vous le dis tout de suite avec le mien de téléphone, avec Apple, parce qu'il cache beaucoup de choses et que c'est pas toujours facile de travailler avec les leurs, mais ça va arriver. Mais on sait qu'avec tous les autres téléphones, ça marche parfaitement. On est capable d'allumer le lampadaire, ce qui est déjà une première chose. Je vous le dis tout de suite, c'est la première fois qu'un individu, un habitant d'une ville, peut interagir sur un équipement public. On s'est rendu compte que ça créait quelque chose. D'un seul coup, les gens faisaient attention à un équipement public parce qu'ils avaient la main dessus, d'une certaine manière. Bon. Mais on sait comment on peut fonctionner.
Et puis à partir de là, la vraie question, c'est les usages qui vont nous dire comment on va l'utiliser. Et là, sur les usages, je dirais, nous, on a quelques idées, mais ça n'a pas grande importance. Les vraies idées, elles nous viennent de tous les autres. Elles nous viennent de l'administration de la ville, parce qu'on se réunit avec les administratifs de la ville, la DGS et ses services, qui nous disent voilà comment nous, on imagine l'utiliser. Voilà à quoi on peut imaginer que ça va nous servir. Mais en même temps, avec les habitants. Quand on a inauguré l'IFI à Palaiseau, moi, il y a un habitant qui est venu me voir en me disant on est à 25 km de Paris, moi, je vais travailler à Paris, j'ai pas de voiture, les transports en commun sont pas tout à fait proches. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un des lampadaires sur la place publique et l'utiliser pour faire du covoiturage ? Je fais passer mon annonce de covoiturage dans le système qui appartient à la ville. Et c'est la ville qui organise le covoiturage et ça ne lui coûte rien. C'est juste sur le serveur. Il fait passer l'information. Cette information, elle arrive directement dans le lampadaire. Celui qui part le matin à la même heure dans le quartier, eh bien, il peut répondre à l'information et il se donne rendez-vous au pied de ce lampadaire. Et comme ils habitent dans le même quartier, il y a quelque chose d'extraordinaire à faire. C'est qu'ils partent le matin à la même heure, à peu près tout le monde, et ils rentrent le soir. Parce que tout le monde rentre dormir à cet endroit-là. Donc on a un service de quartier géolocalisé qui permet aux gens de se dire on va faire du covoiturage, on va s'emmener les uns les autres travailler parce qu'on va, on va travailler dans le même coin et on rentre tous les jours à la même heure. Et ce type de choses, nous, on n'y avait même pas pensé, mais c'est une évidence. Et toutes ces applications inventées par les villes, inventées par ses habitants, vont nous permettre de créer, ce que je disais tout à l'heure, la ville avec services intégrés, et en même temps de faire participer les gens à cette vie. Mais demain, vous voyez bien, quand un maire voudra faire un sondage, savoir si un projet plaît à la population, bah, déjà, il pourra faire un appel à réunion uniquement pour les gens du quartier. Je mets dans le serveur que je veux les 50 immeubles de ce quartier-là, et c'est seulement à eux que j'envoie l'information. Mais il y a une deuxième façon de le faire. Bah, demain, ça sera de se dire, j'envoie les documents directement chez les gens, par la lumière, et puis je leur demande leur avis. On parle là d'un autre mode de fonctionnement. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, enfin, je n'ai pas été au bout tout à l'heure, mais c'est un avantage, un inconvénient. L'avantage, c'est que les villes pourront nous apporter des services. L'inconvénient, qui peut être aussi un avantage, c'est que je peux juger ce que fait le maire. Parce que le maire, il m'apportera du service chez moi. Le maire, je sais ce qu'il fait à partir de ce moment-là, parce que soit j'aurai des informations de la ville, soit j'aurai des services de la ville chez moi, soit j'aurai que de la publicité. Et si j'ai de la publicité, je fermerai le système. Et là, quelque part, on revient aux racines de ce que moi j'appelle la politique, c'est-à-dire la ville au service de ses habitants. Allez, ben on va continuer justement avec une question, madame, et puis après, il y a devant... Oui, bonjour madame. Florence Durand-Tornard de l'association Ville Internet. Je crois qu'on est une des premières associations d'élus à s'être intéressée extrêmement activement au LIFI, à être totalement convaincue des potentiels, en tout cas, de cette technologie. Je voulais juste ajouter peut-être deux éléments. Il nous semble qu'il y a quelque chose à penser sur la ruralité. Ce n'est pas uniquement un dispositif urbain, c'est aussi un dispositif qui peut pallier à des difficultés d'accès aux droits à l'emploi et aux services des collectivités en zone urbaine. Et également qu'il nous semble, dans les usages sur lesquels on essaie de réfléchir, et on est là à accompagner autant qu'il sera possible et nécessaire les groupes de travail sur la réflexion sur les usages, on pense qu'il y a un potentiel fort sur le lien social. C'est-à-dire que c'est aussi un dispositif qui pourrait permettre de l'horizontalité, pas uniquement du descendant du remontant, ce qui est déjà colossal comme potentiel. Donc voilà, avec les 2000 villes Internet, on est prêt à essayer d'inventer avec vous les usages du LIFI. Et je pense qu'il faut également être extrêmement
actif sur l'acculturation et l'accompagnement des élus et des décideurs locaux sur ces technologies. Toutes celles qui ont été citées là, que ce soit la blockchain, on n'a pas cité l'open data et le big data, mais je pense que c'était dans tous les esprits. Et je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble à l'acculturation des élus parce que la fracture, non pas numérique, mais culturelle sur ces sujets-là est encore trop forte. Et je pense que tous ceux qui sont là sont des vecteurs potentiels, donc n'hésitez pas à communiquer vers vos élus. Merci. Alors pour justement abonder dans votre sens, la question d'après sera à ce niveau-là. Aujourd'hui, il faut savoir que le premier appel d'offres public sur lequel il y a une option LiFi, eh bien, c'est absolument pas une grande métropole de France, c'est une petite commune de Deux-Sèvres qui s'appelle Sauzé-Vauzé. L'installation est en cours avec une réception d'ici une quinzaine de jours. Donc ça sera du LiFi data numérique. Et l'autre exemple, c'est une petite commune qui a souhaité mettre en avant, alors c'est pas très rigolo, ça s'appelle les Danses Macabres, une petite commune qui s'appelle la Ferté-Loupière, une commune de 500 âmes, 600 âmes, je crois, quelque chose de mémoire comme ça, et qui souhaite utiliser justement le LiFi pour apporter de l'accessibilité et puis une autre dynamique à l'information. Donc effectivement, ça touche autant les grandes métropoles que les petites communes, et aujourd'hui, les petites communes sont effectivement très intéressées. Je vous laisse la parole, madame, allez-y, je vous en prie. Merci. Alban Canto, journaliste pour Environnement Magazine. Il y a eu, la présentation a essentiellement porté sur Luminaire, donc l'émission. Qu'en est-il de la réception? J'ai vu sur la tablette qu'il y avait un bidule. Donc voilà. Est-ce que c'est déjà des équipements qui sont disponibles? À quel prix? Alors, bien sûr, c'est une des questions essentielles. Comment on reçoit et comment on émet? Je vous donne l'exemple de Camille Claudel, puis après je vais vous dire comment ça évolue dans les mois qui viennent. Camille Claudel, j'ai oublié d'en prendre un. On a ce qu'on appelle un petit dongle. C'est un petit truc comme ça. Ah ben il y en a un là, voilà. Merci. Voilà, le dongle, c'est ça. Celui-là a été fait avec EDF et Scientipol, enfin, qui a été produit par Oletcom. Ça, c'est ce qui permet de transformer le signal, de capter le signal dans votre téléphone. Ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a aussi une deuxième technologie qu'on appellerait non conforme. Le mot n'est pas juste. Mais qui permet déjà entre guillemets, de bidouiller votre téléphone pour capter le LiFi. Donc on peut déjà aujourd'hui capter le LiFi d'une manière non conventionnelle avec votre téléphone. Pourquoi vous pouvez déjà le faire? Parce que capter le LiFi veut dire capter la lumière. Hein? Le LiFi, ça vient de la lumière. Or, tous vos téléphones sont équipés d'un capteur de lumière. Ben, c'est votre appareil photo et votre caméra. Donc vous êtes déjà d'une certaine manière équipé pour capter le LiFi. Simplement, il faut quelque chose qui traduise le signal. Et dans ce cas-là, il y a une sorte de petite application qui permet déjà à ce que des téléphones sans dongle puissent capter. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours stable parce que ce n'est pas la norme, entre guillemets. Nous, on a préféré pour le moment utiliser le dongle parce que ça, c'est la norme I3E, c'est la norme mondiale. Mais les deux sont possibles. Alors, moi, je pensais au point de départ que le dongle était un obstacle. Et en fin de compte, je me suis rendu compte, parce qu'on a distribué ces dongles quand on a inauguré le LiFi sur le marché de Camille Claudel un samedi matin, que tout le monde en voulait un. C'est une sorte de goodies. Et c'est marrant parce que ça fait plaisir aux gens. Mais ça, c'est maintenant. Demain. Demain, c'est courant 2017. Alors, c'est nos camarades d'Orange qui nous l'ont dit d'ailleurs. Parce qu'eux, ils voient fréquemment les constructeurs, les fabricants de téléphones. Tout ça va très vite changer. Pour ceux qui sont dans la presse professionnelle, ils ont pu lire déjà, il y a 3 mois de ça, qu'un hacker avait désossé l'iPhone 6. Non, l'iPhone 6, oui, c'est ça, je crois. Enfin, l'iPhone, le dernier. Qu'un hacker avait désossé l'iPhone 6 et qu'il avait trouvé un truc qu'Apple n'avait pas annoncé, qui est la ligne de codage du LiFi. Et donc les journalistes professionnels se sont précipités chez Apple en disant pourquoi vous avez fait ce truc-là alors que vous annoncez pas que ça peut capter le LiFi? Et Apple a été obligé de leur répondre en disant parce qu'on est en phase de test et qu'on va sortir les premiers téléphones avec capteur de LiFi. Donc qu'est-ce qu'on fait les professionnels?
de la presse professionnelle, ils ont été directement derrière chez Samsung, chez LG, chez Sony, etc., chez Huawei, qui est quand même un des plus grands fabricants mondiaux. Et ils leur ont tous dit, nous, 2017, on sort les téléphones Li-Fi. Et donc on sait que cet été, quand je dis cet été, c'est juin, juillet, août, qui viennent de passer, tous les grands fabricants ont lancé la fabrication de leurs téléphones avec capteurs Li-Fi intégrés. Ils ne vont pas les mettre en vente avant la fin de l'année, parce qu'il faut qu'ils écoulent les stocks pour les fêtes de Noël. Ils ne vont pas les mettre en vente en début d'année, parce qu'il faut qu'ils soldent le reste des stocks. Mais ils vont les mettre en vente à partir du 2e ou du 3e trimestre 2017. Donc vous aurez les premiers téléphones qui n'auront plus besoin de dongle. Donc ça, c'est une phase transitoire, c'est aujourd'hui. Mais courant 2017, vous aurez des téléphones avec capteur de Li-Fi intégré. On peut se demander pourquoi, parce que le Li-Fi est encore très peu répandu. Pour une raison qui n'a rien à voir avec nos besoins à nous, mais qui a à voir avec leurs besoins à eux. Jusqu'à une période récente, le marché du téléphone portable était ce qu'on appelle non mature. C'est-à-dire qu'ils avaient des taux de progression de vente à 2 chiffres. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, on a changé nos téléphones portables tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, maintenant tous les 2 ans, voire tous les 3 ans, parce qu'il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de révolution dans le téléphone. Il y a des améliorations, donc on change de moins en moins nos téléphones. Donc les taux de vente progressent de manière très faible aujourd'hui dans le téléphone portable. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un phénomène qui, sur la télévision, ça a été pareil. À un moment, il y a eu l'écran plat, tout le monde a changé, on a tous eu des écrans plats. Puis après, le marché était saturé, tout le monde avait des écrans plats, il n'y avait plus rien de nouveau. Et puis à un moment, il y a eu une petite étiquette sur des écrans de télévision qui a fait qu'on a tous changé nos téléviseurs à nouveau. Il y avait écrit HD Ready. HD Ready. Et on a tous acheté des téléviseurs HD Ready. Et maintenant, il n'y a plus que de la HD. Mais au moment où les premiers téléviseurs HD Ready étaient en vente, il y avait combien d'heures d'émission en HD, c'est-à-dire en haute définition à la télévision ? 20 heures. En France, il y avait 20 heures d'émissions de télévision. En tout et pour tout. En tout et pour tout, 20 heures. Et pourtant, c'est ça qui nous a fait acheter ça, parce qu'on nous a dit c'est ça la norme de demain. Eh bien, les vendeurs de téléphones, c'est ça qu'ils pensent. C'est de se dire, le Li-Fi, c'est encore peu développé, mais c'est ça qui va permettre à ce qu'on révolutionne la téléphonie, c'est-à-dire qu'on force, d'une certaine manière, excusez-moi de le dire comme ça, mais qu'on amène tout le monde à changer à nouveau son téléphone, changer tout le parc mondial de téléphones et retrouver des taux de progression à 2 chiffres dont ils étaient habitués précédemment. Et c'est d'une certaine manière un cercle vertueux, parce que pour capter le Li-Fi, il faut du Li-Fi, et donc il faut des lampes LED qui envoient l'information, mais il faut aussi de l'autre côté des capteurs. Et le capteur, c'est le téléphone ou la tablette. Alors nous, on a déjà des tablettes, vous l'avez vu, avec du Li-Fi intégré. Ça existe déjà, vous ne les trouverez pas encore dans le commerce. Mais demain, vous aurez tous, courant de l'année 2017, la possibilité d'avoir un capteur intégré Li-Fi. Mais ce capteur, il va évoluer. C'est un peu ce que font tous les fabricants de téléphones. D'abord, il vous donnera la géolocalisation. C'est ça que les fabricants vont sortir. Un téléphone Li-Fi qui permet de géolocaliser l'information. Mais ça permet déjà des milliers d'applications. Ce n'est pas encore l'Internet par la lumière. Ça, il faut un dongle pour l'obtenir. Mais vous aurez déjà, grâce à la géolocalisation, toutes les applications dont je parlais, broadcastées, c'est-à-dire vous envoyez une information à un endroit spécifiquement pour vous, spécifiquement pour l'immeuble ou le quartier ou la rue. Ça, vous pourrez déjà le faire. Quand il est parti, il ne peut pas s'arrêter. Merci Marc. On va passer à une question supplémentaire. On va essayer de le rendre un peu plus dynamique avec... les questions sont courtes par rapport aux réponses, mais c'est l'intérêt d'avoir des gens passionnés qui prennent effectivement beaucoup de plaisir à apporter des réponses ce matin. Monsieur, avec plaisir. Oui, bonjour à tous. Philippe Gazio de la société Xtelcom. Merci d'abord pour cette présentation tout à fait intéressante et on est tout à fait convaincus, nous, dans la société, puisque nous commercialisons des luminaires LED, de l'intérêt du Li-Fi. Ma question est un petit peu différente parce qu'il y a un autre système aussi qui est censé être communicant pour les villes, c'est ce qui s'appelle le système LoRa. Et est-ce que le Li-Fi n'est pas en train de tuer le LoRa sur lesquels déjà des gens travaillent? Nous aussi, d'ailleurs, on a une petite application LoRa pour du télérelevage de compteurs électriques notamment, puisque le LoRa, c'est un système radio, sur du 869 MHz, si ma mémoire est bonne, et qui est censé transporter à très bas débit des informations assez courtes,
mais qui peuvent également être intéressantes pour des villes équipées de ce genre de système. Et la question est, est-ce que l'IFI, tout simplement, ne va pas tuer le LoRa qui est à peine né? Allez, mais justement, ils ont été tellement bavards que je vais prendre quelqu'un dans l'Assemblée qui connaît effectivement le LoRa et le LiFi. Oui, bonjour. Micheline Perruffel, chef de projet Innovation Orange. Donc, je peux répondre déjà à la première question concernant le LoRa. Donc, effectivement, LoRa est un réseau de communication, mais un réseau de communication de longue distance et de très faible débit. C'est-à-dire qu'on arrive simplement à transporter des données, mais à faible volume. Et on n'arrive pas à des débits qui seront offerts comme avec le LiFi. Donc là, on pourra imaginer coupler, par exemple, LoRa pour faire une maintenance, par exemple, des LED au sein d'une ville, pour se dire, tiens, à distance, le réseau LoRa me ramène que une lampe ou un lampadaire dans la rue Trucmuche et Tachès, il faut changer la lampe. Voilà. Le LoRa n'est pas en opposition du tout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au réseau LiFi. Je voulais compléter aussi tout à l'heure la remarque ou la question sur le dongle LiFi. Je voulais aussi mettre au point que ça fait déjà plus d'1 an qu'en France, 2 entreprises, OLEDCom et Lucium, proposaient déjà des solutions Internet bidirectionnelles en France. Voilà. Donc aujourd'hui, ces solutions existent depuis 1 an avec OLEDCom et Lucium. Lucibel a annoncé récemment son offre, mais les 2 autres entreprises le proposaient également. Vous pouvez aller voir sur les sites web, vous verrez déjà leurs offres. Pour répondre aux dongles, chaque entreprise en France, comme OLEDCom ou Lucium par exemple, travaille avec beaucoup de compétences. On voit tout le travail qui émane de OLEDCom au travers des travaux dans la ville. Mais on peut par exemple citer les derniers modems Lucium qui aujourd'hui offrent du broadcast. Et c'est-à-dire, pour répondre au monsieur de Palaiseau, voilà, on sait, c'est déjà possible aujourd'hui sous une lampe d'accéder à un contenu sans vivre les galères de téléchargement pour accéder à tel ou tel lien. Et puis, les derniers modems que nous testons, que nous avons, permettent aujourd'hui de mettre des mobiles iOS ou Android, tout dernier smartphone sous la lampe, et de pouvoir recevoir le Tag ID. On arrive aujourd'hui à reconnaître les lampes. Donc aujourd'hui, on voit ce que disait Marc ou Swat, c'est une évolution. Le LiFi, comme les autres technologies, ne cesse sans cesse d'évoluer, d'être plus performante, et qu'on est aujourd'hui à la veille de pouvoir vivre à la fois une évolution côté smartphone, mais également côté technologie LED, pour offrir aux consommateurs, à tous les utilisateurs, une expérience vraiment innovante, quel que soit le smartphone, sans le dongle. Et aujourd'hui, donc, on a également échangé avec les fabricants d'HP au niveau Asie pour recevoir les premiers prototypes de PC, d'ordinateurs, qui pourront se connecter sous un lampadaire LiFi sans dongle. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas, comme vous disiez, une technologie fumeuse du 3e sous-sol. On arrive aujourd'hui à un standard et des équipements aujourd'hui sont prêts. Voilà. Merci de ce complément d'information. Alors le micro continue à circuler. Suggestion pour l'année prochaine, il faut faire une conférence d'1 journée, 1 journée et demie, parce qu'effectivement, les débats sont effectivement très enrichissants. Questions? Allez-y, madame. Bonjour, Estelle Santous, journaliste de Business Immo. Alors, si j'ai bien compris, et vous semblez l'avoir confirmé avec l'exemple de Mérargues, l'installation du LiFi en ville impliquerait donc un éclairage continu, y compris en pleine journée, et dans les abribus et partout. Est-ce qu'on a une estimation de l'empreinte écologique? Certes, la LED consomme 50%, 70% de moins, mais voilà, cette utilisation en continu, est-ce que c'est dangereux à terme? Est-ce qu'il y aura des régulations? Voilà. Alors, je vais vous répondre très simplement. Ça ne nécessite pas un éclairage permanent, du tout. Sur le quartier Camille Claudel, dans la journée, l'éclairage est éteint. Il n'est pas allumé en permanence. C'est vous qui allumez l'éclairage. Il y a 2 solutions pour y arriver.
soit celle qu'on a mis en place sur Camille Claudel, qui est, vous savez qu'il y a une information qui vous concerne, vous sortez votre téléphone, vous appuyez sur l'application Camille Claudel, et à ce moment-là, il y a une petite icône qui vous dit « Allumez l'éclairage ». Vous allumez l'éclairage, celui-là s'allume, il vous envoie l'information, il s'éteint. Donc en termes de consommation, si vous voulez, c'est nul. C'est-à-dire, si c'est du texte, ça dure une fraction de seconde. Si c'est plus que du texte et il y a de l'image, ça va s'allumer 1, 2, 3 secondes, peu importe. Mais c'est quasi nul. Puis il y a une deuxième possibilité pour y arriver, qu'on a imaginée, c'est celle de faire vibrer, comme votre téléphone quand il est dans votre poche, ce que disait Swat, il ne capte pas le Li-Fi, puisque ce n'est pas intrusif, la lumière ne traversera pas votre poche. Donc la deuxième solution, c'est de faire vibrer votre téléphone. C'est-à-dire qu'une application, enfin quelque chose dans le lampadaire, va détecter donc qu'un téléphone, donc un capteur passe à côté de lui. À ce moment-là, il va faire vibrer le téléphone. Si ça ne vous intéresse pas, ben vous passez. Si ça vous intéresse, vous savez que le lampadaire a une information à vous donner. À ce moment-là, vous sortez votre téléphone et vous allumez, et le lampadaire s'allume. C'est les deux solutions. Mais en aucun cas, ça ne nécessite un allumage permanent. Maintenant, je vais quand même vous répondre. Imaginons, parce que c'est une autre possibilité, celle que vous donnez, la troisième possibilité, c'est qu'on laisse l'éclairage allumé dans la journée pour avoir de l'Internet partout dans la rue. Alors effectivement, c'est une consommation. D'abord, je vous rappelle, un LED, ça consomme déjà entre 50 et 70% d'énergie en moins. Donc déjà, on va être en dessous de la consommation précédente. Petite, je tiens quand même à le préciser, Samuel me l'a rappelé, toutes les villes vont changer leur éclairage, enfin en tout cas c'est la règle européenne, toutes les villes vont changer leur éclairage d'ici 2020, leur éclairage public. Les lampes dites à gaz sont proscrites par la communauté européenne à partir de 2020. Alors on sait que ça mettra sans doute un tout petit peu plus que 2020, c'est comme pour les ascenseurs, mais globalement la période c'est 2020. Donc on sait pertinemment qu'à partir de là, toutes les villes passeront au LED pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, économie d'énergie. Alors maintenant, imaginons qu'on laisse tous ces lampadaires allumés 24 heures sur 24. Quel est le résultat? Alors prenons le cas inverse. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pour avoir Internet dans la rue, pour avoir votre réseau dans la rue, qu'est-ce qu'il faut? Des antennes Wi-Fi. D'accord? On est connecté par des antennes Wi-Fi. Une antenne Wi-Fi, ça consomme l'équivalent de 3 lampadaires. Mais il y a une différence entre le Wi-Fi et la lumière et le Li-Fi. C'est que le Wi-Fi, vous ne le voyez pas. C'est une onde radio. La lumière, vous la voyez. Et c'est psychologique. Mais ce n'est pas du réel. Si on allumait les lampadaires toute la journée et qu'on fermait l'équivalent en antenne Wi-Fi parce qu'on pourrait obtenir la connexion par la lumière, on ferait encore des économies d'énergie. Il faut juste vous dire que quand on fait un réseau méché Wi-Fi dans une métropole, hein, aujourd'hui, pour avoir une bonne densité, c'est à peu près une antenne Wi-Fi tous les 50 mètres. Voilà, ça donne juste un ordre d'idée, sachant qu'une lampe consomme entre 10 et 15 fois moins qu'une antenne Li-Fi. Donc ce que disait Marc, aujourd'hui, même si on laissait allumer, il n'y aurait pas d'impact, hormis l'impact visuel et donc quelque part l'impact citoyen. Un petit complément avant de repartir dans les questions, très Cyril. rapidement sur le bilan carbone de la donnée consommée, qui est finalement c'est la seule chose qui a un sens mesurable. Aujourd'hui, si vous voulez une information, je parle de l'information géocontextualisée, l'information qui vient, par exemple, je parlais de l'abribus. Vous allez devoir vider votre portable, parce que là, lui, il va devoir contacter une antenne 3G qui va être à 100 mètres, qui va faire des requêtes sur un serveur, information qui va faire 3 fois le tour du monde pour revenir exactement à l'endroit où vous êtes. Alors que là, vous allez pouvoir récupérer, en plus, souvent les abribus, pour des questions de publicité, sont allumés, mais donc vous allez pouvoir récupérer une information, même si vous allumez l'éclairage, donc prenons un éclairage standard, ça c'est un 40 watts, même si vous avez allumé un éclairage pendant quelques secondes pour qu'une donnée descende, qui est présente dans le luminaire. On a dans la salle le référent éclairage public du CEREMA, qui est le ministère de l'Environnement. On a une étude qu'on aimerait bien lancer en 2017, une étude indépendante sur le poids énergétique, le poids carbone de cette donnée consommée en broadcast. Aujourd'hui, on pense... au sein de la SLA, mais forcément, on n'est pas forcément impartial, mais on pense qu'en plein jour, quand on va allumer l'éclairage,
le bilan carbone du kilo-octet consommé est à peu près 10 fois inférieur. Et évidemment la nuit, parce qu'on consomme quand même quelque chose, et évidemment la nuit, puisque l'éclairage est allumé, on pense qu'on va être à 100 fois moins. Et ça, c'est pour une personne. Et si j'ai 2 personnes, eh ben, je multiplie par 2, puisque les 2 reçoivent exactement la même information. Donc vous multipliez ça par ça. En fait, voilà, pour le bilan carbone, c'est un point important. Je parle d'informations broadcastées, c'est des informations qui, finalement, est 90% de ce qu'on veut. Le fameux site physique, j'appuie sur le bouton, je ne veux plus chercher, je ne veux plus faire de requêtes. On fait rarement des requêtes dans la rue. Je vais appuyer sur un bouton et avoir l'information qui me tombe dessus. Et aujourd'hui, c'est vraiment, à la fois, ça va désengorger toutes les bandes passantes, mais aussi en même temps, vraiment un réel, je dirais, ça a vraiment un réel impact sur les consommations énergétiques, parce qu'on sait, on ne l'a pas dit, que les 80 milliards, là, ou les X dizaines de milliards d'objets connectés sur les modèles octets aujourd'hui, il faudrait que 100% de l'énergie produite dans le monde ne serve qu'à ça. Donc on sait que c'est hérétique, ça ne marchera pas dans ce sens-là, on cherche des nouveaux modèles, mais en fait on se rend compte que si on a un réseau filaire, qui est le réseau éclairage, qu'on peut aller, que ce soit en LoRa ou en autre, l'utiliser, transformer un réseau smart grid, y mettre une technologie de mobilité qui en plus est vertueuse parce qu'elle n'est pas invasive, elle n'est pas intrusive et en plus elle consomera moins. Effectivement, d'un point de vue vraiment de l'impact environnemental, il y a un vrai enjeu derrière. Allez, on continue sur une question, le micro. Il n'y a plus de questions. Si j'ai vu voilà, regardez, j'ai vu des mains se lever devant. Allez-y. Merci. Roland Kuchner, journaliste sur Baticom. Est-ce qu'il y a des liens avec la voiture connectée, tout ce qui est mobilité? Comment ça se passe pour une voiture? Et combien de personnes peuvent être sous un lampadaire pour avoir des informations? Est-ce que l'information, elle se divise? Comment ça se passe exactement? Sur la voiture, non, peut-être? Bon, je vais répondre déjà à la question sur le nombre de personnes qui peuvent être connectées. Alors encore une fois, ça dépend de ce qu'on fait. Si on est sur du broadcast d'information, c'est une question d'espace. Hein. Ça va être différent si c'est des personnes comme Stuart ou comme moi, mais c'est une question de cône, nombre de personnes vous pourrez rentrer dedans. Et si c'est par contre, évidemment, si on est sur de l'Internet, on va être là sur des systèmes classiques de partage de connexion. Donc s'il y a une bande passante, ça va être le nombre de personnes et le partage de cette bande passante, quoi qu'il en soit, quel que soit le nombre de personnes connectées. Et puis pour la voiture, Marc voulait parler. Alors, pour la voiture, ça tombe bien votre question parce que j'ai reçu le mail hier. C'est Eric qui me l'a envoyé. C'est le salon de l'automobile. C'est en ce moment le salon de l'automobile? Exactement. Ouais. C'est en ce moment. Je n'ai pas le permis de conduire. Hein. Je ne l'ai jamais eu, donc ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais il m'a envoyé ça quand même. Et il y a une voiture là, alors futuriste hein, pour le moment, hein, visiblement. C'est une boîte qui fait de l'ingénierie pour l'automobile, qui présente ses avancées. Et qui parle de trois nouveautés qui envahiront le marché de l'automobile à coup sûr dans les années qui viennent. Alors, il y en a deux dont je ne vais pas vous parler, mais la troisième, je vais vous le lire, c'est encore plus simple. Le LiFi, il suffisait d'y penser, c'est le titre. Ségula, c'est l'entreprise en question, a réfléchi à une manière d'éliminer à l'avenir toute collision entre les voitures. Aujourd'hui, les travaux en matière de communication car-to-car portaient surtout sur des liaisons Wi-Fi qui émettent et reçoivent des données via le cloud. C'est trop lent pour réagir en cas d'urgence, explique Franck Vigo. Nous proposons une transmission directe entre véhicules grâce à une liaison LiFi qui utilise la lumière pour envoyer des données. L'intérêt de cette technologie, c'est d'abord son coût. Tous les nouveaux véhicules sont équipés de feux à LED auxquels il suffit d'ajouter un module LiFi pour les rendre communicants. Dès lors qu'un véhicule active son frein d'urgence, il prévient instantanément le véhicule qui le suit. Ensuite, l'information peut être répercutée en cascade, éliminant ainsi à l'avenir tous les risques de carambolage. Ce qui est sûr, c'est que cette liaison LiFi entre véhicules est un bon moyen de compenser les points faibles des autres systèmes de sécurité active. Les radars mettent un certain temps à détecter que le véhicule de devant a commencé à freiner, alors qu'ici, en LiFi, c'est instantané. Quant aux fonctions d'anticipation de bouchons, promises par les solutions de cartographie, elles seront dépendantes de l'état de la connexion. Au final, voici une brique technologique qui a de grandes chances d'équiper les voitures autonomes de demain. Pardon? Et les C'est toi ça. Les OLED, donc c'est les LED organiques. Il est fort probable, effectivement,
faudra demander aux spécialistes, que les OLED soient la prochaine génération de LED. Dès 2012, on avait déjà fait des essais en laboratoire, même 2011, avec des OLED. Et ça marche aussi bien avec des OLED qu'avec des LED. Peut-être OLED pour traduire pour tout le monde. Alors, la différence entre LED et OLED, les LED sont faits à base de matériaux inorganiques, donc indium, gallium, donc un peu des terres rares. Et leur problème, c'est que ces terres rares, aujourd'hui, on ne sait pas les recycler. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on dit que les panneaux solaires, c'est écologique, on ne sait pas recycler les terres rares qui forment les panneaux électriques et on ne sait pas recycler les terres rares qui forment les LED. L'avantage des OLED, c'est que c'est du silicium, c'est du verre, c'est du sable, donc ça se recycle très facilement. Donc, et puis ça permet une nouvelle génération d'éclairage. Donc c'est vrai que les OLED sont, à mon avis, la future génération d'éclairage. Combien 5, 10 ans? Comme je vous disais, les technologies avancent tellement vite aujourd'hui, faire des pronostics, c'est compliqué. Mais le LiFi s'adapte parfaitement aux OLED. Voilà. On va prendre une prochaine question. Voilà, un petit derrière, voilà, on fait le tour. C'était monsieur, oui, tout, voilà. Merci. Gérard Ségura, je suis élu. Je voudrais intervenir sur un aspect peut-être un peu trivial des conséquences de l'installation du LiFi, mais qui préoccupera sans doute beaucoup de maires, qui sont évidemment, puisque la ville est la cible, ils seront comme premiers magistrats forcément une des cibles importantes. Je n'interviendrai pas sur ce que peut révolutionner en matière de communication, ça a été amplement expliqué et on imagine et on commence simplement à imaginer les conséquences en matière de gestion par les services, en matière de contact pour les élus, pour le maire, etc. Mais justement, il se trouve que dans ce pays et dans beaucoup d'autres, les élus sont soumis, et les maires, comme premiers magistrats des villes, à un aspect un peu trivial, mais en tout cas qui existe, qui est récurrent, épisodique, c'est celui des élections. Et donc il serait peut-être bon d'intégrer au groupe de travail qui vont se mettre en place la haute autorité, de manière à éviter, pour convaincre les maires, de ce qu'ils aient, pour un certain nombre d'entre eux éventuellement, à essuyer les plâtres du droit électoral, de la réglementation électorale, dont on sait que déjà, simplement, avec les communications qui se sont développées, et pour lesquelles le LiFi n'a plus rien à voir en matière de vitesse et donc de conséquences. En gros, Marc Rosenblatt disait « Demain, le maire sera chez moi ». Vous imaginez, si le maire est chez moi demain, les dangers qu'il encourt dans toute la période d'un an qui précède une élection avec les différentes étapes. Je crois qu'il serait intéressant, parce qu'encore une fois, il vaut mieux les rassurer pour cela, de commencer à préparer les choses de façon à ce qu'ils ne soient pas inquiétés directement ou qu'ils se soucient de cette inquiétude. Merci pour ce complément d'information. On va continuer les questions. Il y avait monsieur devant. Juste en descendant un petit peu, monsieur. Ah, bon, ben voilà. Oui, bonjour, Thierry Zège, Vinci Énergie. Question technique. Est-ce que le choix de la bande de fréquence visible est lié essentiellement à un aspect économique, ou y a-t-il des recherches aujourd'hui sur la bande infrarouge déjà utilisée dans nos simples télécommandes ? Alors on a rencontré le président de l'ARCEP concernant la régulation de la bande optique pour les télécommunications. Ce qu'il nous a répondu, c'est qu'aujourd'hui, il s'arrêtait à 300 GHz, donc la bande radio, et qu'aucune étude n'était faite encore sur la bande optique et qu'il faudrait un certain temps avant de réguler la bande optique. Ce qui va forcément arriver pour une simple et unique raison, si on développe des applications pour la sécurité routière, on va forcément réserver des bandes optiques de manière à ce que si d'autres personnes développent d'autres technologies, ça ne rentre pas en interférence. Et évidemment, je pense que l'armée va aussi se réserver quelques bandes optiques pour des applications militaires. Mais cette régulation n'est pas faite et a priori, il faut encore attendre 4-5 ans. Du coup, le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, on utilise la lumière et c'est gratuit. Bon, est-ce que ça durera dans le temps ou pas ? Concernant l'infrarouge, quelle est la différence entre le LiFi et la télécommande pour allumer la télé ? C'est que l'infrarouge, c'est de la lumière. C'est pareil, c'est de la lumière, mais c'est de la lumière que l'œil ne voit pas. À partir de là, comme l'œil ne voit pas, si la puissance infrarouge est trop élevée, il peut y avoir des risques oculaires.
C'est pour ça qu'il y a une vraie régulation en termes de puissance sur l'infrarouge. Le fait qu'il y ait une vraie régulation en termes de puissance sur l'infrarouge fait que vous ne pourrez pas pousser trop haut la puissance et donc le débit, puisqu'il y a une relation directe. Plus vous avez de lumière, plus vous avez de débit. Donc ça va être limité. C'est pour ça qu'on l'utilise pour la voie montante, parce qu'en général, quand on a un téléphone, on envoie une petite requête. Par contre, on veut recevoir une vidéo en descendant. Avec la lumière visible, on n'a pas ce problème parce que l'œil se protège naturellement. Dès qu'il y a trop de lumière, vous fermez les yeux 100 millisecondes et votre rétine est protégée. Donc on peut se permettre en fait des débits beaucoup plus élevés avec la lumière visible, tout simplement parce que l'être humain se protège naturellement, ce qu'on ne peut pas faire avec l'infrarouge. Donc pour moi, ce sont des technologies qui vont évidemment ensemble, puisque encore une fois, de la lumière invisible à infrarouge, ça reste de la lumière. Il se trouve que la nature ne nous a pas doté des bâtonnets qui nous permettent de voir cette lumière infrarouge. Ça reste de la lumière, mais avec des débits plus limités. Et puis il y a aussi une réponse d'usage, parce qu'effectivement, pour avoir du LiFi, il faut être dans le cône de lumière. Vous comprenez que si demain on ne voit rien, c'est extrêmement compliqué. Il faudrait mettre des pointillés au sol en disant là vous êtes dedans, là vous n'êtes pas dedans. Donc c'est vrai que le cône de lumière quand même a cet avantage. La philosophie, il ne faut pas oublier quand même la philosophie du LiFi. La philosophie du LiFi, ce n'était pas de dire je rajoute des choses. La philosophie du LiFi, c'était de dire le réseau est là, le réseau d'éclairage est là. Or, le réseau d'éclairage, aujourd'hui, c'est de la lumière visible. Donc, c'est ça que je vais modifier pour transmettre de l'information. Si je dois rajouter une lumière infrarouge, c'est plus la même chose. J'ai rajouté quelque chose de plus pour rendre une fonction. Donc, on retombe sur le cas classique d'installation spécifique pour une communication. Juste, je voudrais conclure ce que dit Swat. L'avantage du LiFi, c'est que vous touchez en rien à votre installation. L'avantage du LiFi, c'est que le LiFi vient se greffer sur votre installation, sur vos ampoules LED, sur votre installation électrique. L'avantage du LiFi, c'est son coût d'opérationnalité. Il n'y a pas de surcoût sur le fait que vous créez de nouveaux réseaux en creusant à nouveau les trottoirs pour faire passer des fils ou en posant des antennes. Si vous avez du LiFi chez vous, comme il y en a dans des bureaux, comme il y en a chez moi, globalement, je vais juste mettre une ampoule LED, si je n'avais pas déjà, et un routeur LiFi qui va avec. Je n'ai touché en rien à l'installation électrique de mon bureau. On est venu se pluguer sur mon installation électrique et rien d'autre. Eh bien, ça tombe bien, Madame la puisque, Présidente. voilà, exactement, nous allons laisser la parole au propriétaire des lieux, à savoir Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Voilà, on va remettre le micro peut-être là-bas, et puis on aura l'occasion de continuer. Je vous rappelle, tout à l'heure, au moment du cocktail, vous aurez la possibilité d'échanger, de poser effectivement des questions aux membres de la SLA ou aux différents intervenants qui sont intervenus durant toute cette journée.